Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, et si nous apprenions à voir le vivant autrement? Comment la peinture peut contribuer à modifier nos perceptions? On en parle avec notre invitée, l'historienne d'art, Estelle Zong-Bengual, titulaire de la chaire Habiter le paysage, l'art à la rencontre du vivant, aux Beaux-Arts à Paris. Elle est enseignante au master d'expérimentation en art et politique, aussi créé par Bruno Latour à Sciences Po Paris. Elle travaille à l'élaboration d'une histoire environnementale de l'art, une autre histoire qui propose un nouveau régime d'attention à la représentation du vivant par les artistes. Elle est l'auteur précédemment de L'art en commun, paru aux Presses du Réel, et co-auteur de L'esthétique de la rencontre, paru au Seuil en 2018. Aujourd'hui, elle publie chez Actes Sud Apprendre à voir le point de vue du vivant, un ouvrage qui paraît dans la collection Monde sauvage, une enquête à travers le regard des peintres et des naturalistes du 19e siècle. Bonjour Estelle Zong-Bengual. Bonjour. Bonjour. Léonard de Vinci, et vous le citez, Léonard de Vinci le premier incitait ses disciples à développer leur sens. En particulier, leur disait-il, apprenez à voir. C'est presque une banalité, semble-t-il, de le dire, tant les yeux sont essentiels pour un peintre, non et pourtant, il devait être insatisfait. Qu'est-ce que ça veut dire, apprendre à voir? Il y a comme une forme de paradoxe dans cette expression. Tant la vue nous semble être un sens immédiat, spontané. Mais si on prend en compte que l'œil n'est pas seulement un appareil perceptif, mais que c'est aussi un œil construit, et construit par notre héritage culturel en grande partie, tout d'un coup, cette formule fait sens. Parce que ça veut dire voir, ce n'est jamais voir indistinctement. C'est toujours un acte de sélection, d'attribution de valeur à ce qu'on voit. Il y a des choses auxquelles on prête attention spontanément, qui font saillance autour de nous, et des choses qui restent dans l'ombre. Et ce qui, justement, a interrogé beaucoup les peintres, mais aussi les naturalistes sur lesquels je travaille dans ce livre, c'est comment on pouvait, justement, élargir cette surface du voir et aller chercher ce qui se tient dans l'ombre spontanément de notre perception, et en l'occurrence, ici, le monde vivant. C'est un appel qu'on trouve effectivement chez les peintres, mais aussi chez les écrivains, hein, et notamment aujourd'hui, on parlerait de cette littérature du nature writing. Et vous le rappelez, un topos de cette littérature, comme la rencontre amoureuse l'est pour le roman, mais son caractère commun ne résorbe pas pour autant l'énigme. Que signifie cette formule? Alors cette formule, on va essayer de la comprendre ensemble jusqu'à 13h30. Apprendre à voir à première vue, on entend que c'est apprendre à aller au-delà, hein, de sa perception première, hein, aiguiser son regard. Tout à fait. C'est essayer de multiplier les manières de voir. Alors, sachant que si on dit qu'il faut apprendre à voir, ça suppose que il y a des choses, enfin, qu'on ne voit pas. Et ne pas voir, c'est ça que j'ai découvert en lisant les femmes naturalistes sur lesquelles je travaille et en lisant les peintres. C'est par exemple quelque chose d'assez paradoxal, qui est que bien sûr on prête attention au vivant autour de nous, mais on lui prête attention en tant qu'il nous parle seulement de nous-mêmes. Et c'est notre tendance à voir le vivant comme un symbole, comme un miroir de nos émotions humaines. Et à la fois, c'est une manière de prêter attention, mais ce que nous disent ces femmes naturalistes, c'est que c'est aussi une manière de ne pas les voir, de, en quelque sorte, annuler ces vivants, parce qu'ils n'auraient de valeur qu'en tant qu'ils nous parleraient de nous. Et ce que j'essaie de faire dans ce livre, c'est de poser la question, mais qu'est-ce qu'il y aurait à voir si le vivant n'est pas, comment dirais-je, substitué, annulé, dissimulé sous ses interprétations symboliques et émotionnelles? Qu'est-ce qu'il reste? Est-ce que le vivant ne peut pas nous raconter autre chose?
Mmh. Quand on est au milieu d'un espace naturel, on a tendance à avoir, on peut regarder, mais aussi ressentir, cet environnement, ou le percevoir comme un décor. Vous appelez, vous, vraiment à entrer, à cohabiter, à faire symbiose presque avec cet espace-là. En repartant de l'exemple du tableau, ce qui est intéressant parce qu'un tableau, quand on le croise, quand on le regarde, il est extérieur à nous, hein. Il est un Mmh. paysage, qui est face à nous. Et comment essayer de créer un lien avec ce tableau? Comment, d'une certaine manière, apprendre à entrer dans l'image? Alors, c'est très vrai que souvent, on a parlé de la peinture de paysage comme étant justement un des opérateurs, culturels qui mettait à distance, la nature et qui nous la rendait extérieure. En changeant son échelle aussi, hein? Oui, tout Ouais. à fait, et puis en la déployant vraiment comme une vue, comme un panorama. Et d'ailleurs, quand on se déplace, dans la nature, on a tendance à aller rechercher, ces vues créées par les paysages, c'est-à-dire à s'arrêter quand il y a des plans qui se succèdent, des perspectives, des effets d'horizon, et cetera. Là où ça devient donc c'est vrai, mais on peut aussi avoir un autre regard sur la peinture de paysage si justement on piste dans les tableaux moins que autre chose que la vue, mais plus les figures du vivant, les figures individuelles du vivant, et s'interroger sur les choix de composition, de représentation qu'a fait le peintre, qui sont autant d'indices révélateurs de ce qu'il a pu tenter de nous transmettre à propos des formes de vie qu'il a représentées. Dans votre précédent livre, vous parliez d'une esthétique de rencontre. Ici, vous parlez de la perception comme la performance d'une relation. En quoi cette enquête-là, cette quête-là, sur notre œil, comme vous l'écrivez, elle s'inscrit dans le prolongement de vos précédentes recherches? Je pense que moi, ce qui m'a toujours, comment dirais-je, heu, portée et animée, c'est comment, l'art constitue, un intermédiaire, extrêmement riche dans notre relation avec le monde. C'est-à-dire comment, on a souvent tendance à espérer une relation non médiée au monde, une relation qu'on qualifierait d'authentique. Et je crois que ce que je cherche dans tous mes livres, c'est de montrer comment passer par l'art permet d'avoir des rencontres plus intenses avec ce monde-là, en enrichissant ce qui peut être perçu, être expérimenté, être ressenti, justement dans l'expérience du monde. Cette crise de notre sensibilité au vivant, ce concept, il est de Baptiste Morisot, que l'on retrouve du coup dans votre analyse, dans votre enquête à vous, Estelle Zongbengual. En quoi cette crise de notre sensibilité, ou plutôt est-ce qu'elle est récente en fait? Est-ce que pour vous, elle est, et on le voit à travers l'art, est-ce qu'elle est le propre surtout de nos sociétés industrielles? En revenant au 19e siècle, vous revenez à un peu un âge d'or de la perception, ou pas? Je ne dirais pas ça parce que d'ailleurs, les femmes naturalistes commencent leur livre en disant à leurs lecteurs, vous ne voyez rien. Donc c'est bien qu'en leur disant, voilà, avoir juste une perception esthétique, de contemplation esthétique des formes de la nature, ça ne suffit pas. Donc on voit qu'il y a, on pourrait dire, un même appel à enrichir la sensibilité au vivant que ceux qui peuvent être faits aujourd'hui. Mais je pense que ce qu'il y a de particulier à la crise de la sensibilité que l'on connaît actuellement, c'est c'est de la mettre en relation avec la crise écologique que nous connaissons. Et de voir qu'en fait, la sensibilité, ça peut paraître un sujet très peu sérieux, mais que ça contribue à tenir en dehors de notre monde commun ces altérités parentes et essentielles pour notre vie que sont les vivants, et donc que ça contribue à cette détérioration et du tissu du vivant et de nos relations à lui. Alors comment fait-on? Dans ce livre, vous parlez d'une archéologie. Cette archéologie a consisté, écrivez-vous, à retracer des filiations de styles d'attention au vivant au sein de notre propre histoire culturelle, artistique, scientifique, dessinant une histoire souterraine des rapports non modernes au vivant qui se sont épanouis de manière discrète au cœur même de la modernité. Par là, c'est aussi une nouvelle galerie mentale du vivant qui vient emménager parmi nos anciennes représentations. C'est un nouveau cortège de figures guides qui vient
peupler l'imagination de nos devenirs possibles. C'est une nouvelle gamme d'affects et de savoirs qui vient enrichir notre éventail de liens avec le monde. Il a beaucoup travaillé sur ses propres perceptions et les propres représentations qui l'animaient lors notamment d'un premier voyage en Amazonie. On va écouter Philippe Descola évoquer ses souvenirs et cette grande distinction sur laquelle il est revenu à travers toutes ses recherches entre humains et non humains. Il faut s'imaginer une société qui vit en habitat dispersé, avec un très très faible taux de densité démographique, de sorte que lorsque l'on sort d'une maison, on rencontre pendant des dizaines de kilomètres que des non-humains, que des plantes, que des animaux, et pas d'autres humains. Les humains sont rares. Et la sociabilité se déploie donc à l'intérieur d'un univers dans lequel il n'y a pas véritablement de frontières tranchées entre humains et non-humains. Et au fil du temps, j'en suis venu à l'hypothèse qu'il n'y a pas tellement de manières différentes d'établir des relations entre humains et non-humains, si l'on part du principe que tout humain est en mesure d'attribuer ou de détecter dans des objets de son environnement des caractères identiques ou différents de ce qu'il est lui-même. Et parmi les deux caractères identiques les plus importants, il y a le fait que les humains ont une intériorité, une subjectivité, une intentionnalité, comme on dit en termes philosophiques, et puis en même temps qu'ils ont un corps, qui sont animés par des dispositions physiques, qui sont capables de repérer dans le monde aussi des régularités physiques. Et donc ces deux aspects que j'ai appelés l'intériorité et la physicalité m'ont paru être des bons points de départ pour qu'un humain quelconque, plongé dans le monde, puisse établir des connexions, des contrastes, des relations entre lui-même et ce qui l'environne. Dans sa rencontre avec les hachoirs, l'anthropologue Philippe Descola en Amazonie raconte réellement deux régimes d'attention, hein, au fond. Tout à fait. Et pour moi, c'est donc effectivement ce qu'il décrit dans cet extrait. C'est très intéressant parce que ça nous montre que avoir une relation riche, multiple, complexe, avec des vivants qui sont pensés autrement que comme de la matière inanimée, dépourvue d'intériorité, extérieure à nous, ça ne dépend pas complètement de seulement une cosmologie qui s'imposerait à nous. Auquel cas, il n'y aurait pas d'échappatoire pour nous, modernes occidentaux. On serait cuits, en quelque sorte. Ce qu'il décrit là au tout début de cet extrait, c'est que c'est les pratiques quotidiennes de ces hachoirs, leur contact permanent avec ces non-humains, qui les placent dans d'autres dispositions aux vivants. Alors bien sûr, vous pourriez me dire, mais nous, comment faire ? Parce qu'on n'est pas souvent peut-être dans ces conditions d'existence-là aujourd'hui. Mais justement, il y a tout un tas de pratiques d'observation directe ou d'observation médiée, comme à travers ces tableaux et ces écrits naturalistes du vivant, qui nous permettent de changer nos dispositions intérieures à l'égard du vivant. Comment vous le qualifiez, l'œil de Philippe Descola ? Alors, en tant qu'il est un membre de ce grand groupe des modernes occidentaux, ce serait un œil naturaliste, mais en tant qu'il est bien plus que cela et qu'il déborde de cette catégorisation, c'est vrai, bien sûr un œil qui nous a appris justement à avoir cette réflexivité sur comment nous voyons, comment on voit d'autres peuples. Et c'est beaucoup à lui qu'on doit la possibilité aujourd'hui de pouvoir composer ensemble, recomposer différemment notre œil. Alors, comme on ne peut pas être tous dans la même situation que Philippe Descola et travailler son œil à partir de paysages comme ceux qu'il a pu rencontrer, vous, comment vous avez appris à voir ? Par quoi est passé votre apprentissage à vous ? Alors, c'est une très bonne question. Difficile à manipuler parce que je pense que ça a été en fait un travail conjoint, à la fois dans les œuvres, où j'ai exercé mon œil à essayer de voir autre chose dans les vivants représentés que des symboles ou des miroirs de nos émotions. Et je pense que c'était un travail en partie premier, en tant qu'historienne de l'art, et qui ensuite très vite débordé
vers mon expérience vécue. Et c'est ce que je raconte à plusieurs reprises dans ce livre à travers des passages plus narratifs où je parle à la première personne et où je raconte des épisodes de rencontres avec le vivant. Et je dirais que le deuxième pan, justement, de ce travail d'apprentissage du voir, c'est celui de passer du temps avec d'autres formes de vie et de se laisser envahir par le fait, par le soupçon qu'en fait, il y a bien quelque chose à lire, à comprendre, à saisir de ces formes de vie. Parfois, on n'a pas les réponses, mais ne serait-ce que se mettre dans cette disposition d'enquête et d'interrogation transforme notre manière de voir. De l'importance aussi, écrivez-vous, de prendre le temps, du temps à observer dehors, à croquer et peindre pour les uns, à noter et croquer pour les autres, du temps à approfondir la relation avec le vivant chez soi, en composant et créant pour les uns, en lisant et écrivant pour les autres. Ce temps que les autres ont pris et qu'il faudrait aussi apprendre à prendre aujourd'hui. C'est un apprentissage en partie, en grande partie autodidacte. Vous le soulignez notamment aussi pour la botanique, avec laquelle vous jonglez aussi aujourd'hui. Un mot de cette histoire environnementale de l'art que vous écrivez. Le vivant, notre environnement, fait partie, à vous lire, des grandes oubliées de l'histoire de l'art. Comment l'expliquer ? Alors, il faut bien sûr nuancer cette affirmation, puisque la nature, comme vous le savez, est un des thèmes chéris des artistes et des historiens d'art. Mais voilà, ce que j'ai constaté, c'est cette tendance, qui n'est pas également répartie, bien sûr, mais cette tendance à estimer que si un peintre a représenté un vivant dans un tableau, c'est parce qu'il devait il devait signifier quelque chose d'humain. Il devait avoir, si on représente un chardonneret, c'est parce qu'il signifie la passion du Christ. C'est une préfiguration de la passion du Christ. Si on représente un saule, c'est pour dire la mélancolie. Et que c'était finalement la seule manière pour un vivant d'être, la seule, ou en tout cas la manière privilégiée d'être interprété, pour le vivant d'être interprété dans un tableau. Et que c'était ça qui pouvait justifier qu'un peintre en partie décide de passer du temps à représenter ces figures. Et ce que j'aimerais faire, c'est essayer de pluraliser les approches, non pas rejeter celles-ci, mais de les composer aussi avec un autre regard, qui postule que le peintre s'intéresse aussi à la singularité de ces formes de vie pour elles-mêmes et est en mesure de nous les donner à sentir par son travail pictural. Dans cette histoire, il y a quand même une date qui change le monde, dites-vous. L'année 1859. Pourquoi ? En quoi cette date est essentielle ? Alors l'année 1859, c'est bien sûr l'année de la publication de l'origine des espèces par Charles Darwin, qui bien sûr est reconnue comme une date essentielle dans l'histoire des sciences, mais qui mériterait aussi d'être une date essentielle en histoire de l'art, parce que tout d'un coup, avec la théorie de l'évolution, avec la théorie de la variation et de la sélection, et surtout avec cette théorie aussi de l'ascendance commune, tout d'un coup se passent deux choses extraordinaires pour les artistes. D'une part, cela signifie que les formes du vivant sont signifiantes, puisque dans les formes du vivant peuvent être lues leur histoire évolutionnaire et aussi qui ils sont, à quels autres êtres ils sont reliés, par le biais notamment de la coévolution, et puis par la thèse de l'ascendance commune. Tout d'un coup aussi, ça veut dire que ces formes de vie que nous voyons ne sont pas extérieures à nous, que ce sont nos parentes. Et donc là s'ouvre un imaginaire, une manière de représenter ces vivants qui peut être tout autre. Et du coup, il y a eu réellement dans l'histoire de l'art un avant et un après Darwin, ou vous estimez qu'il devrait y en avoir un, peut-être plus clairement ? C'est une très bonne question. Il y a une très bonne exposition en ce moment au musée d'Orsay sur les origines, sur les origines de l'homme, et qui justement traite de cette influence de Darwin sur les arts. Je dirais que c'est une influence qui est diffuse, qui a été beaucoup étudiée dans la dimension de choc qu'a provoqué l'origine des espèces et de réaction un peu viscérale à cette idée de notre parenté avec les animaux. Ce qui a été peut-être un peu moins étudié, c'est justement ce que je tâche davantage de mettre en lumière dans ce livre, les effets, par rapport à ces effets de la théorie de l'évolution sur l'art. C'est plus justement l'ascendance commune non pas vécue comme une menace et une remise en cause,
mais plutôt comme une ouverture de notre expérience et de nos relations qui est sans précédent. Vous l'avez vu, cette exposition? Malheureusement, à cause des Pas conditions encore. sanitaires, pas encore, mais j'ai lu le catalogue. Et beaucoup des œuvres viennent du Muséum d'histoire naturelle aussi, Oui, sur ce récit aux origines, avec une part importante pour Darwin, ses voyages, ses explorations aussi, sa tentative tout à fait. de compréhension du monde et ce moment effectivement de rupture qu'il peut représenter, Charles Darwin, avec ce livre de l'origine des espèces sur lequel vous revenez. On va continuer à discuter ensemble de notre perception d'apprendre à voir jusqu'à 13h30 avec vous, Estelle Zong-Mengual, à l'occasion de la parution de votre essai Apprendre à voir, le point de vue du vivant. C'est chez Actes Sud, France Culture, il est 13h15. On voit dans vos lignes de quelle école vous venez, hein, et on a déjà évoqué quelques noms importants comme Baptiste Morisot, Philippe Descola, qui peuvent aussi, qui ont pu vous imprégner dans cette pensée, mais vous rapportez cette question de notre relation au vivant, à l'art, à notre perception aussi des différentes formes artistiques et de cette relation, de cette attention nouvelle que l'on pourrait nouer avec ce monde qui nous entoure, ce monde dont on fait partie, l'attention du vivant, renverser l'attention. Vous parlez aussi de pister le point de vue du vivant dans les œuvres. Pister, c'est un des maîtres mots, là encore, de Baptiste Morisot. Comment ordonner, au fond, cette expérience qu'on peut avoir, cette expérience visuelle du monde? Et si on s'essayait avec un cas pratique et un tableau auquel vous donnez de l'importance dans cet ouvrage, A Storm in the Rocky Mountains de Albert Bierstadt. C'est un peintre allemand qui a été naturalisé américain et qui est un peintre du 19e, connu notamment pour ses paysages de l'Ouest américain. Ce tableau, vous l'avez reproduit dans le livre. Est-ce que vous pouvez nous le décrire? Alors, c'est pas facile, hein, c'est un exercice à la fois visuel qu'il faut transformer et essayer de nous présenter peut-être quand même ce tableau dans ses grands axes. Bien sûr. Alors, ce qu'on voit, c'est un paysage de haute montagne. Au centre, il y a un lac. Et de part et d'autre, des parois rocheuses avec, on voit des arbres arrachés, des torrents, une vallée plutôt clémente autour du lac et surtout un ciel d'orage tourmenté qui occupe la majeure partie du tableau. Et au sein de ce ciel, un rapace qui vole. Tout petit dans la reproduction que l'on en trouve dans ce livre. Ce tableau, il est au Brooklyn Museum à New York. Et vous racontez autour de ce rapace qui fixe, qui est presque un point d'attention pour vous. Vous écrivez, dans la partie supérieure droite du tableau, parmi les nuages, une figure noire se détache sur un fond blanc. Un oiseau, plus précisément un rapace. C'est un élément discret. On ne distingue que sa silhouette dans un des derniers arrière-plans, 3 traits fins, esquissés sur une toile de plus de 2 mètres sur 3. Cependant, ce rapace compte, nous souffle le peintre. Il est mis en valeur par sa position privilégiée, à l'aplomb d'une ligne clé de la composition, une oblique lumineuse, mordorée, qui part de la rive scintillante du lac, longe les reliefs rocailleux de la montagne et finit dans cette ouverture du ciel qui laisse deviner du bleu derrière les nuages sombres. Comment il est devenu votre point de fixation, ce rapace ? Oui, il y a quelque chose d'un peu comique parce que ce tableau est énorme et en fait je suis rentrée gigantesque par sa taille. Puis voilà, il y a une sorte quand même de solennité de ce paysage et je suis rentrée dans ce tableau par cette figure minuscule. Ce qui m'a interrogée, c'est que ce rapace a été principalement interprété comme étant un symbole de la destinée manifeste, du destin ascendant des États-Unis. Et moi, je voyais ce rapace dans le ciel et je me disais, c'est très étrange parce qu'on pourrait aussi y voir autre chose. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir quelque chose du grand aigle américain. C'est ça, parce que voilà, si l'interprétation dominante voit ce rapace comme le symbole des États-Unis, c'est parce qu'il l'identifie à un pigargue à tête blanche. C'est cette aile qu'on voit sur tous les billets et le sceau présidentiel, etc. Il faut avoir de bons yeux pour l'associer à ça. C'est ça. Et là, ça m'a interrogée parce que voilà, quand on a un petit peu d'intérêt ornithologique, la silhouette de cet oiseau ne correspond pas du tout à un pigargue.
Et pour un peintre comme Albert Bierstadt, qui est un peintre qui était tout le temps dehors, qui avait des connaissances naturalistes et puis surtout qui était extrêmement familier avec ce Pigalle qui est si important pour l'identité américaine, je me suis dit s'il avait vraiment voulu que ce soit seulement ce symbole-là, est-ce qu'il ne l'aurait pas représenté autrement ? Et outre le fait que la silhouette, je vous épargnerai les détails de silhouette qui intéresseront beaucoup les ornithologues, mais que je sauterai ici, outre les anomalies de silhouette, disons, l'endroit où le peintre a représenté ce rapace, c'est-à-dire justement, comme dans l'extrait que vous avez lu, à l'aplomb de cette falaise mordorée, suivant une perspective atmosphérique avec un dégradé vertical ici. Normalement, une perspective atmosphérique, c'est plutôt utilisé de manière horizontale pour signifier la profondeur. Et ici, c'est utilisé de manière verticale, donc avec des bleus plus sombres et qui sont de plus en plus clairs jusqu'à l'oiseau. Tout d'un coup, on se dit, ici, Bierstadt a voulu nous représenter la singularité d'existence que constitue le fait d'être un vautour, donc c'est la contre-identification que je fais, à savoir qu'un vautour, de par sa forme de vie qui est un vautour, qui est un rapace charognard, est un rapace profondément tissé de ciel, parce qu'il se sert des ascendances thermiques, des courants des vents, tel un poisson dans les courants marins, pour pouvoir voler, pour pouvoir économiser au maximum son énergie, car quand on est un charognard, le problème c'est que la poursuite de son existence ne dépend pas de soi, c'est-à-dire que le fait de manger dépend de la mort des autres sur laquelle on n'a pas de prise. Et donc il faut pouvoir comme ça planer, avoir ce vol plané sur ces vents créés par ce phénomène atmosphérique très particulier que représente ici avec beaucoup de précision Bierstadt, pour pouvoir espérer partir à l'aventure et trouver de quoi se nourrir. Et donc, c'est ça qui me fait dire que peut-être il y a ici autre chose qu'un symbole dans ce rapace. Oui, ce que vous dites très joliment, c'est qu'aussi le peintre a son langage, hein, et un langage qui parle à notre œil plus qu'à notre intellect. Et que de la même manière, c'est pas un réel brut qu'il cherche à restituer aussi à travers ses peintures, mais c'est à un autre monde aussi plus symbolique, plus représentatif, à un autre monde vivant auquel le peintre nous donne accès, hein, à travers ses compositions, tous ces indices qu'il va semer à l'intérieur de son tableau. Exactement, le travail pictural, effectivement, consiste à laisser plein d'indices discrets dans les lignes de composition qu'il choisit, dans les micro-choix de représentation que notre œil perçoit sans pas forcément que ce soit conscient. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'apprendre à regarder le vivant dans les œuvres, parce que le peintre a déjà fait un travail de sélection, d'accentuation, de pondération, qui laisse notre œil soupçonner le fait qu'il y a de la signification, qu'il se passe quelque chose ici, phénomène qui est plus difficile à mettre en œuvre quand nous sommes par exemple en forêt et que nous n'avons pas la médiation d'un autre œil qui a déjà vu pour nous. Permettre au vivant de signifier pour lui-même. Voilà aussi ce que vous écrivez dans cette autre histoire de l'art, hein, cette histoire qui prendrait en compte l'environnement. Ce livre, c'est une réponse, entre autres, à l'appel lancé par Baptiste Morisot pour inventer une culture du vivant, une autre culture du vivant. Qu'est-ce que c'est ? On l'écoute. L'un des enjeux, justement, c'est de retrouver des attitudes qui ont plus de justesse à l'égard du vivant. Et là, c'est plus un problème scientifique, c'est pas un problème d'écologie, c'est pas un problème de biologie, c'est un problème de culture du vivant. À mon sens, l'un des grands enjeux, c'est de donner forme à une nouvelle culture du vivant. Comme on parle d'une culture du jazz ou d'une culture de la révolution, c'est ce qui manque aujourd'hui pour envisager à terme, et assez rapidement d'ailleurs, de transformer nos relations avec ces vivants. Et on ne peut pas y échapper. Justement, c'est le mythe moderne que d'avoir cru qu'on pouvait s'auto-extraire de la nature pour constituer des communautés démocratiques qui allaient se libérer des contraintes naturelles. La coévolution et les interdépendances, c'est-à-dire être pris ensemble dans une communauté d'altérité avec laquelle il va falloir apprendre à vivre, c'est le nom des milieux depuis 4 milliards d'années d'évolution. Et en ce sens-là, on a toutes les raisons du monde d'essayer de s'y insérer à nouveau.
Et nous sommes avant tout des vivants parmi les vivants. Voilà, apprendre à voir, apprendre à vivre. Avec Baptiste Morisot, notre absence de culture du vivant a des effets sur notre manière de voir le vivant. D'où l'importance de l'enrichir, cette culture du vivant. C'est une démarche qui est symbolique, artistique, mais aussi politique et au fond écologique à vos yeux. Ce nouvel apprentissage, Estelle Zhang Mengwal. Oui, parce qu'en fait, tout ce qui se tient en dehors de notre champ d'attention culturelle, et ici, en l'occurrence, le monde vivant, c'est-à-dire voilà, c'est un peu le parent pauvre, je dirais, de notre univers culturel par rapport à beaucoup d'autres objets du monde. Tout ce qui n'est pas ressaisi par la culture, qui est cet opérateur formidable pour attribuer de l'importance collective aux choses, a beaucoup moins de chances d'entrer dans notre monde commun et d'entrer comme un des acteurs qui comptent pour vivre ensemble, pour faire ensemble le monde. Et donc, de ce point de vue, il y a une dimension effectivement proprement politique, pas du tout seulement, comment dirais-je, de l'ordre de la démarche personnelle dans le fait d'apprendre à voir, puisque, bien sûr, l'idée, c'est que c'est un chemin pour le collectif, en plus d'être une démarche qu'on peut entreprendre pour soi, pour que le vivant puisse reprendre sa place, je dirais, dans le monde commun qui est le nôtre. Voilà, c'est un programme pour le 21e siècle, en somme, là, à apprendre aussi à voir, apprendre à renouveler notre regard sur ce vivant qui nous entoure. Et puisqu'on commence avec un vaste programme, on termine par un vaste programme pour le siècle, on peut raconter que vous commencez avec aussi cette histoire, avec un programme très simple à appliquer peut-être dès cet été. Vous, c'était en Ardèche, et ce jour-là, vous avez appris à regarder vers le haut, à regarder le ciel. Hein. Oui, alors c'est la première page du livre et c'est une expérience un peu drôle puisque je mets en avant le fait que je parle d'un vautour percnoptère et je montre en même temps à quel point la seule possession du nom, c'est-à-dire savoir nommer ce rapace dans le ciel, ne suffit pas à le réanimer, à le faire sortir du décor et qu'il nous faut autre chose, d'autres qualités d'attention, d'autres savoirs, d'autres histoires. Et c'est ce qui a déclenché l'écriture de ce livre. Voilà, et c'est la parole d'un kayakiste à cet instant-là qui regardait ou cherchait à comprendre qu'est-ce que vous regardez. Qu'est-ce que vous regardez? C'est peut-être la question qu'on se posera fermement désormais tous à l'avenir. Merci beaucoup à vous, Estelle Zhang Mengwal, d'être venue autour de cette grande table. Je rappelle le titre de votre livre, Apprendre à voir, le point de vue du vivant. Si tout va bien, on va mettre ce tableau dont nous avons parlé ensemble d'Albert Bierstadt, Storm in the Rocky Mountains, sur le site de la Grande Table des Idées, sur franceculture.fr, pour qu'on puisse vous écouter tout en regardant et comprendre aussi ce que vous avez essayé de nous expliquer dans les proportions, les lignes de fuite et les lignes de composition que le peintre a cherché à créer. Merci beaucoup à toute l'équipe de la Grande Table, à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des Idées, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour la Grande Table Culture. Merci à Valentine Allouin et à Cathy Renaud qui ont préparé avec nous ces émissions. À la réalisation aujourd'hui, c'était Félicie Faugère avec Anthony Thomasson. Je vous donne rendez-vous demain pour une grande table, dernière grande table de la semaine, avec notamment le cinéaste Amos Guitaille et les deux lauréats, les co-lauréats du prix France Culture Cinéma des étudiants à l'occasion de la sortie prochaine de leur film Gagarine. Ils seront avec nous à partir de midi. Merci encore beaucoup à vous, Estelle, merci.